Coursera, it's a tool that is, of course, very intuitive, very friendly, that you can use like in really 1 second. It's very personalized, very customized to the L'Oréal culture, to the L'Oréal needs, which is the beauty industry. At the end, if we are enough flexible to hear what is happening outside, it will be for me, and just not my team, but as well the organization, the next step to jump onto a new opportunity for the group. Well, I really liked that it was small snippets, so it was short videos that I could listen to or watch in the metro, and then with the short quizzes as well, maximum 5 to 8 questions, so it was really easy to grab concept by concept. It's just a really cool opportunity, a really cool benefits for us to expand ourselves and to be better. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de découvrir un petit peu les dernières best practices en termes de digital learning avec Coursera et de montrer comment L'Oréal les a utilisés pour devenir, ou en tout cas pour atteindre l'objectif de devenir la première beauty tech avec Maria Wallerstein qui est avec moi aujourd'hui pour cette présentation. Donc, pour faire un rapide tour d'horizon du marché du digital learning et de ce que l'on voit aujourd'hui, 2 ans. 2 ans, c'est le temps qu'une compétence technologique, pour laquelle une compétence technologique, désolé, est disponible avant qu'elle soit obsolète. C'est très court. C'est très court. Et les conséquences sont assez importantes, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup du changement technologique comme étant la face, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. Les conséquences qui sont dues à la digitalisation de notre monde sont assez importantes. On a ces 5 dernières années, complètement changé la façon dont on communique en entreprise, la façon dont on interagit avec son environnement et la façon dont on prend les décisions également. Si vous ajoutez à ça le fait que 70% des employés, ça c'est une stat de Gartner de l'année dernière, n'ont pas acquis les compétences dont ils ont besoin pour performer dans leur job actuel, et vous obtenez un fossé qui est en train de se créer entre les compétences dont le marché a besoin et les compétences que l'on a à notre disposition, ou qui sont disponibles chez nos potentiels employés. Les conséquences de ça, c'est que d'ici 10 ans, il est possible que 40% des entreprises ne survivent pas à ce skill gap et à ces transformations technologiques. On a tous certainement vécu dans nos entreprises, de manière plus ou moins importante, les symptômes de ce changement-là. La difficulté d'embaucher dans certaines fonctions, les STEM, très difficiles. La difficulté de garder ses talents, extrêmement compliqué, ou alors on est obligé de leur donner des salaires qui sont mirobolants. La difficulté aussi d'innover dans certaines entreprises. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la seule façon que l'on a de réduire ce skill gaps, et donc d'être certain que notre survie puisse être acquise, c'est de développer sa force de travail. 46% des dirigeants des 100 plus grandes entreprises du monde pensent que c'est la solution, leur solution en tout cas privilégiée, pour atteindre cet objectif-là. Et on voit que c'est quasiment le double par rapport à la deuxième solution qui est d'embaucher plus en dehors de son entreprise. Et aujourd'hui, c'est la solution privilégiée, mais c'est aussi une des solutions qui est finalement la plus périlleuse à implémenter. Il y a plusieurs raisons pour ça. Le learning, il faut, pour que ça fonctionne, créer une culture de l'apprentissage. C'est parfois difficile. Pendant des années, le socle et la base de la formation en entreprise reposait sur le classroom learning, donc l'apprentissage face à face ou en présentiel. Sauf que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place à l'échelle, qui peut coûter beaucoup d'argent et qui aussi manque de flexibilité. Combien de fois on a vu des employés qui allaient à reculons sur les formations présentielles parce qu'on les éloignait 3 jours de leur famille, 3 jours de leur travail pour aller leur apprendre des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à ce qu'ils recherchaient. Ça vous est tous arrivé, et moi le premier. L'autre solution, donc ce qu'on a vu ces dernières années, c'est un complet changement en fait. Tout a basculé. Le Classroom Learning, qui était la base de toutes nos formations avec quelques modules de e-learning en complément, c'est devenu le Digital Learning qui aujourd'hui représente la base pour beaucoup d'entreprises, et les Classroom Learning qui viennent en complément pour des choses plus pointues ou pour aller plus loin dans les formations. Donc ce changement complet de paradigme a été permis par l'évolution technologique, bien entendu, et ce qu'on a vu au début avec l'éclosion du e-learning, donc il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui suivi par le micro-learning, et l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire
des cours qui sont assez short, hein, on est généralement sur du 20 minutes. Et l'idée, c'est d'avoir un catalogue qui est suffisamment grand pour couvrir tous les besoins du monde. Bon. Le problème, c'est que derrière, on perd des fois un petit peu en qualité. Et les conséquences, c'est qu'on n'a pas forcément l'impact que l'on souhaiterait sur la transformation de l'entreprise. Donc ce qu'il fallait, en fait, l'idée, c'était d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire d'avoir la possibilité d'appliquer autant que sur ce que l'on fait dans le classroom learning, tout en ayant la flexibilité du digital learning. Et quand nos deux fondateurs, Andrew Ng et Daphne Koller, ont créé Coursera en 2012, c'était leur idée également, de donner l'accès au meilleur contenu pédagogique au monde à n'importe qui, quelle que soit sa situation professionnelle, quelle que soit sa situation géographique, financière et sociale. Et on a gardé la même idée depuis, jusqu'à ce qu'on atteigne aujourd'hui 47 millions d'apprenants et certainement 48 millions d'ici à la fin de la semaine. La seule chose qui a changé, c'est qu'en 2016, on recevait en fait beaucoup de demandes de la part d'entreprises qui nous disaient « Ok, on a plein de gens qui apprennent chez vous Coursera, est-ce que vous nous donnez la possibilité de centraliser et de pouvoir distribuer ça à nos employés de manière, grâce à la LND ?» Et on a développé cette offre qui s'appelle Coursera for Business, dont L'Oréal a été un des pionniers d'ailleurs, en 2016. Et aujourd'hui, on compte plus de 2000 clients sur cette offre-là. Et l'idée, en fait, et on va dire la principale différence que Coursera offre, Maria va rentrer dans les détails là-dessus, donc je vais la laisser faire, c'est notre capacité qu'on a à faire deux choses. Un, à sélectionner le contenu pour nos clients. Pour chaque compétence, on va aller chercher, grâce à notre méthodologie, quelle est la meilleure grande école, la meilleure université ou le meilleur partenaire pour former sur cette compétence en particulier. Donc on a par exemple, pour vous citer quelques universités françaises, HEC, ESSEC, INSEAD, Mines Paris Tech. Sur les entreprises, on a l'intégralité de la formation Google Cloud Platform, Amazon Web Services, pas mal de cours d'IBM et de BCG également. L'idée, c'est que nos clients n'aient pas à débroussailler l'offre des MOOC pour leurs apprenants. On le fait pour eux. La deuxième idée, c'est que chaque cours, si vous le complétez et que vous réussissez le test à la fin, des fois c'est très simple, des fois c'est super chaud. L'idée, c'est que derrière, vous ayez une certification de la part de ces mêmes grandes écoles et de ces mêmes universités. Et ça change tout au niveau de la motivation de l'employé, au niveau de sa capacité à appliquer ce qu'il a appris. C'est pour ça que je vais introduire Maria, qui a fait ça chez L'Oréal et qui va partager avec nous quelques-unes des best practices qu'ils ont mis en place pour permettre d'atteindre leurs objectifs. Merci Tu beaucoup. peux utiliser le tien, tu veux? Non, je veux le clic. Ah, il faut le clic. Il faut cliquer. Tu cliques où? Ça. Ah ouais. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maria, donc je suis le Digital Content Manager au sein de L'Oréal. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une histoire et j'aimerais bien vous prouver que les MOOC sont super puissants. D'accord? Donc, comme Quentin a mentionné, nous étions les premiers partenariats de Coursera en 2016 et on a démarré business pour Coursera avec eux. À ce moment-là, en fait, c'était la hystérie des MOOC. Hystérie des MOOC, c'est-à-dire, en fait, les MOOC étaient vraiment un carton total. Hein, tous les gens les fait et ça a explosé. Donc, vous pouvez voir en 2012, c'était vraiment le hystérie des MOOC. C'était en fait le temps que tout le monde a commencé à faire des MOOC, que tout le monde a commencé à comprendre ce qu'il sait et de le valoriser. Voilà, donc l'hystérie est encore là, on peut le voir avec Coursera et on continue à investir dans nos collaborateurs uniquement avec Coursera pour plusieurs raisons. En fait, la première raison pour laquelle on choisit et on continue le travail avec Coursera, c'est EVP, c'est Employer Value Branding. Pas seulement Coursera nous donne en fait le semi-synchronicity, donc en fait ça valorise le self-directed learning, c'est-à-dire nos learners peuvent s'inscrire à faire un MOOC quand ils veulent, où ils veulent, sur un catalogue illimité. Mais c'est aussi en fait le course design, c'est interactif, c'est peer-to-peer, c'est social en fait. Et à la fin, c'est une validation prestigieuse. En fait, imaginez nos collaborateurs à nous, ils peuvent faire un MOOC d'MIT ou ESSEC, et à la fin, ils peuvent poster leur diplôme sur LinkedIn. Donc en fait, puisque L'Oréal sponsorise ça, c'est super valorisant et les apprenants soient très fiers et on est très fiers d'eux. Donc ça c'est chouette. Et on peut voir aussi en fait quelques témoignages. On a plus que 100 témoignages. Je suis en train de construire un bouquin là-dessus, mais là en fait on voit que les gens valorisent Coursera à fond
Et ils se motivaient de faire plus en plus upskiller pour prendre leurs compétences à notre niveau. Donc c'est assez sympa pour nous et pour eux. Et nous avons aussi, au sein de L'Oréal, en vision stratégique, Learning for All. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Learning for All, en fait? C'est-à-dire que non seulement c'est self-directed, mais aussi Learning, c'est pour tous. C'est pour tous nos collaborateurs, à chaque moment. Et on croit trop que, en fait, chaque collaborateur a une opportunité de s'upskiller quand il veut. J'ai déjà mentionné ça, mais en fait, on correspond beaucoup avec l'ADN de Coursera. Notre raison pour laquelle on commence et on continue cette partenariat, c'est parce que en fait, notre Learning for All chez Coursera, c'est Learning, ce sera pour tous. Et on croit beaucoup en ça aussi. Donc c'est pour ça, voilà notre espace L'Oréal au sein de Coursera. Et en fait, chez nous, on a un catalogue ouvert et on a plus que 4000 MOOC qui sont disponibles à nos collaborateurs. Et c'est leur choix. Complètement leur choix, on ne le guide pas, on le dit, vous voyez votre catalogue, vous pouvez apprendre comment coder, vous pouvez apprendre comment faire le project management, vous pouvez apprendre comment parler à votre chien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment c'est vrai que c'est un MOOC sur comment, c'est super intéressant. On en a un sur comment élever des poulets. C'est ça, et parler avec des plantes. Mais bon, de vraies compétences, c'est intéressant comme coder, par exemple. Donc je suis là, en fait, pour vous dire que les MOOC sont puissants. Et voici notre preuve au sein de L'Oréal. Voici pourquoi on croit vachement là-dessus. Et je démarre. Donc, on a des besoins clés au sein de L'Oréal. Et en fait, les MOOC, ils répondent à ces deux besoins clés. Mais en fait, je vais vous lire un passage que j'aime trop de CEO de The Grid. Ça dit « High demand skills are hard to predict, so is learning. For now and in the workforce of the future, learning agility is going to be the differentiator. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agilité, en fait, c'est clé pour s'upskiller. Et pour nous, en fait, Coursera, c'est un acteur clé dans cette agilité de learning. Nous, en fait, avec Coursera, on a l'agilité de donner à nos collaborateurs en validation prestigieuse, c'est ce que j'ai mentionné déjà, pour s'upskiller. Et nous avons la possibilité, en fait, d'intégrer cette prestigieux, validée de prestigieux dans notre vision pour Learning pour tous. Donc, c'est assez puissant. Donc, on est équipé pour gagner. Quelques chiffres pour vous donner, en fait, une idée de notre partenariat depuis le début avec Coursera. Donc, on a commencé en 2016. Nous avions à peu près 5000 heures. Là, en 2019, on a eu 28 000 heures à peu près. Donc, vraiment, c'est une croissance incroyable, très fière. Et depuis le début, en fait, le total number of learning hours, nous avons plus que 71 000. Donc vraiment, c'est super, on est très fiers. Il faut continuer. Et d'autres chiffres sur l'enrollment et le completion rate. Donc on voit au fur et à mesure avec le temps que les gens, en fait, vraiment apprécient ça, on valorise et voilà, on est très fiers. On skyrocket depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de L'Oréal? On personnalise l'expérience de Coursera depuis le premier clic. Donc, nous avons un LMS qu'on s'appelle My Learning. On a créé une page avec Coursera. Et depuis cette page, on a un espace dédié, en fait, je vous montrais déjà, pour L'Oréal pour Coursera. Je vais vous parler dans une minute, notre curation qu'on fait avec nos experts en interne. Et on croit beaucoup dans MOOC Match Made in Heaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on croit trop que chaque personne peut trouver leur MOOC des rêves. Et donc, pour nous, c'est super intéressant. Comment on choisit ça? On a deux façons. La première façon, c'est on a créé en fait une ressource sur tous les FAQ sur Coursera. Comment on peut se loguer? Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est quoi la policy, etc. Et la deuxième, on a travaillé très proche avec Coursera pour créer en fait une Essential Skills Map. Donc, un Essential Skills Map, c'est en fait, on a travaillé sur la collection sur les différentes fonctions en practice. Donc, en utilisant ce guide, chaque collaborateur peut trouver, par exemple, s'il travaille en IT ou en marketing, ils peuvent trouver un mot qui correspond dans leur job. Donc, c'est assez puissant et ça marche trop bien chez nous. Pas seulement ça, on donne le pouvoir à nos learners parce qu'on crée des curations. Qu'est-ce que ça veut dire en curation? En curation, ça veut dire en collection des MOOC qui ont mis en avant pour nos collaborateurs. Donc, il y a deux types de curations qu'on fait chez L'Oréal qui sont assez puissants. La première collection, c'est la L'Oréal Collection. Donc, en fait, c'est les MOOC qu'ils ont choisis par les L'Oréaliens pour les L'Oréaliens. Donc, en fait, c'est les MOOC les plus populaires au sein de L'Oréal. Et on voit que ça aide beaucoup, en fait, avec des gens de trouver ce qui marche au sein de notre entreprise parce que nous avons une culture assez forte.
La deuxième chose on travaille beaucoup avec nos experts en interne, donc les Key Practice Leaders de chaque fonction, RH, Project Management, IT, Data Experts, Digital Marketing, pour qu'ils puissent nous créer les collections sur mesure, basées sur les mots qu'ils pensent qui sont très valorisants pour chaque practice au sein de L'Oréal. Donc ça donne aussi encore plus, au-delà sur la certification, le fait qu'un expert l'oréalien, en fait, suggérait ces MOOC, ça donne vraiment beaucoup d'envie pour le collaborateur à le faire. Et bien sûr, on fait beaucoup de marketing et communication sur L'Oréal, surtout sur des MOOC. Donc en fait, on annonce beaucoup de nouvelles curations. Donc si nous avons une nouvelle curation sur Project Management, Ideation, etc., ou R&E et Data Experts, on annonce ça pour les gens qui sont spécifiques dans ces fonctions. Et on sait qu'un MOOC, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc en fait, on veut vraiment valoriser le learner et leur dire congratulations s'ils ont fini un MOOC, parce que vraiment, c'est super important qu'on les motive pour qu'ils prennent leur upskilling à eux dans leurs mains. Donc pour nous, c'est super intéressant. Aussi, en fait, on push les learners pour finir leur MOOC, parce que c'est important qu'ils finissent. Parfois, les gens n'ont pas le temps, l'envie. Donc en fait, on pousse et ça aide beaucoup aussi. Donc, quelque chose qu'on avait commencé l'année dernière, on a commencé à faire un bêta testing avec des study groups, donc c'est-à-dire vous êtes dans le même MOOC, allez, on va faire un study group, on va travailler ensemble. Et ça donne vraiment beaucoup de puissance chez nous parce que c'est social learning et Coursera, c'est dans leur ADN, donc c'est super, super précieux. L'année dernière, on a créé aussi un communication pack, donc toutes les ressources nécessaires pour les learning managers dans nos zones et dans nos pays pour communiquer sur Coursera. On fait des webinaires, donc chaque 2 fois par an, on fait des webinaires avec tous nos learners, donc tout le monde est bienvenu pour entendre sur Coursera, pour comprendre comment ça marche, pour trouver leur MOOC de rêve, donc c'est assez sympa aussi. Et enfin, on est en train de rassembler plein de témoignages, de parler de l'histoire de Coursera, de parler en fait de la puissance d'une aventure que quelqu'un puisse avoir sur Coursera qui est très très fort, soit dans dans le contexte professionnel, soit dans le contexte personnel. Et je vous laisse regarder ce petit clip pour terminer. À toi. Merci beaucoup, Maria. Comme elle vient... merci beaucoup. J'oublie tout le temps ça. Donc, comme vient de le montrer Maria, une bonne communication est la base en fait pour que les apprenants puissent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en fait, quels sont les bénéfices de développer cette culture du learning. Donc L'Oréal laisse beaucoup de liberté à ses apprenants et ils essayent de faire en sorte que ils prennent conscience que le learning fait partie de leur responsabilité. Nous, ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on regarde à plus grande échelle, peut-être, soit on coupe un des deux micros peut-être. Ce que l'on voit à grande échelle, c'est que on a aujourd'hui 80% de nos apprenants qui, une fois qu'ils ont complété un cours de Coursera, utilisent ce qu'ils ont appris dans leur job au quotidien. Pour vous donner juste un point de comparaison, Gartner a fait une stat en 2018 et en fait, sur toutes les offres de formation qu'offrent les départements LND, on est à 32% de taux d'application. 32%. Et ça inclut les classrooms. 80%. Donc il y a une énorme différence en termes de ce qui peut être appliqué et de la motivation que ça donne à l'employé pour appliquer ce qu'il a appris. Donc les conséquences derrière sont assez importantes. On a une augmentation de la mobilité en interne. L'apprenant peut aller sur des nouveaux projets. Il peut changer de job, même s'il veut. Il y a une augmentation de sa productivité et de sa performance et de sa capacité donc à être promu derrière. Et puis, il y a aussi une augmentation de la confiance de l'employé et de sa capacité à innover. Et on sait à quel point c'est important aujourd'hui dans les domaines où on travaille et par rapport à toute la compétition que l'on a.
Donc ces données sont là pour nous conforter sur le fait qu'on choisit on est sur la bonne route. Et vous pouvez me dire, OK, donc c'est un super cadeau qu'on fait à nos employés, mais derrière, qu'est-ce qu'on en retire, nous, en tant qu'entreprise? Eh bien, ça cascade, ça ruisselle sur l'entreprise. Donc c'est-à-dire que derrière l'augmentation de la productivité, va vous permettre de gagner plus d'argent, mais surtout, vous allez garder vos meilleurs talents, vous allez augmenter votre EVP, donc ça, Maria en a déjà parlé, vous allez augmenter votre productivité, et vous allez aussi, lorsqu'on fait des projets globaux avec des entreprises qui ont décidé d'avoir Coursera pour l'ensemble de leurs employés, on peut faire des gains sur le classroom learning de plusieurs millions d'euros. On a calculé ça avec un client récemment, c'était assez impressionnant, ça donnait un peu le vertige. Et donc on continue d'innover, et on continue d'essayer d'aller plus loin pour se rapprocher en fait des besoins fonctionnels des employés et des entreprises. Donc avec L'Oréal, on est en train de construire une IT Academy, et on est en train de construire une académie pour les principales fonctions de l'entreprise. L'idée d'une académie, elle est assez simple en fait, c'est de se dire on a 3 gros use cases aujourd'hui pour les employés pour lesquels ils veulent se former, pour lesquels on veut les former. Ces 3 use cases, c'est 1, donner une acculturation à l'ensemble des employés sur un sujet en particulier, ou leur donner une compétence assez basique, mais qu'ils puissent parler le même langage. Et donc ça, on est capable de le faire sur les business skills et soft skills, les technology skills, donc comment est-ce qu'ils utilisent les derniers outils pour atteindre ces objectifs, et data skills, qui leur aident à prendre des décisions. Le deuxième use case que l'on a, c'est pour ceux qui sont déjà des spécialistes, être capable de les spécialiser encore plus, d'aller plus loin dans leur domaine de spécialisation. Et puis le troisième, c'est faire du reskilling total. Et le reskilling, c'est l'idée de dire, on part de zéro, et on veut que cette personne-là soit capable en fait de remplir un poste. Et on est capable de faire ça aujourd'hui avec les entreprises grâce à l'académie. Je vous prends la Digital Academy comme exemple, parce qu'on vient de la lancer. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est parti des rôles, simplement, dont on avait besoin pour créer des profils digitaux, enfin, dans les digital teams, et on a découpé ça, en fait, par les différentes fonctions sur lesquelles on a le plus de profils de data science, pour ensuite être en mesure de dire, voici les compétences dont vous avez besoin dans chaque fonction, plus la couche de base dont j'ai parlé, pour donner, en fait, une acculturation à l'ensemble de la population sur les data science. Et une fonctionnalité qu'on va lancer, je crois il me semble que c'est Q3 sur laquelle on est en train de se positionner. L'idée, c'est d'être capable de donner à l'employé une roadmap sur ce qu'il doit apprendre pour atteindre ses objectifs. Et donc, comment on fait ça? On va en fait donner à l'employé un test à faire sur lequel il va pouvoir savoir, OK, voilà mon niveau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est des fois assez rock'n'roll de dire à un spécialiste, tu vas devoir faire un test pour savoir si tu es vraiment un spécialiste. Mais du coup, ça va peut-être les forcer à se former un petit peu plus. Et l'idée, c'est que derrière, on sera capable de leur dire, ben voilà, pour atteindre ton objectif, tu vas devoir te former là et là. Une autre innovation qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle Rhyme. Donc, on laisse les académies de côté. Rhyme, c'est complètement différent. C'est une nouvelle fonctionnalité que l'on va lancer également donc, sur le 2e semestre. Et l'idée de Rhyme, c'est les travaux pratiques de manière digitale. C'est basé sur des projets. Ces projets, il y a un objectif à atteindre. Et un objectif à atteindre dans un laps de temps sur lequel vous allez passer sur la plateforme. Généralement, on est entre 10 et 30 minutes. Lorsque vous êtes sur cette plateforme, alors là, je vous montre un exemple où on est sur une formation sur Tableau. Vous avez à gauche de l'écran, vous avez la sandbox Tableau. Donc, les personnes peuvent utiliser le software Tableau avec des données qui sont déjà rentrées. Et à droite, vous avez le coach qui, en live ou en différé, va être capable de montrer comment est-ce qu'on fait, et donc de donner les instructions en temps réel. Et donc l'apprenant va atteindre son objectif sur ce laps de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut éditer, peut créer ce type de cours, ce type de projet sur notre plateforme. L'idée, c'est qu'on puisse l'appliquer ensuite à énormément de différents scénarios. On a des clients qui veulent l'appliquer, parce qu'on est en train de faire des pilotes avec eux, qui veulent l'appliquer par exemple sur des programmes de onboarding, ou qui veulent l'appliquer sur pour former leurs employés à des technologies qui sont uniques chez eux, ou pour créer des cours sur leurs compétences uniques en tant qu'entreprise également. Moi, j'ai un projet personnel, par exemple, de former ma grand-mère sur Gmail. Je vais essayer de m'y mettre très rapidement. Et donc, vraiment, ça nous permettra... Alors, je sais que le concept de Learning Pills a beaucoup circulé, et je l'entends des fois sur ce salon. Non, Learning Pills, ça n'existe pas. Ça me fait penser d'ailleurs à Orange Mécanique. Vous savez, vous avez le type, ils lui ont ouvert les yeux en grand, il le force à apprendre et à regarder des choses. Aujourd'hui, on n'a pas des technologies qui permettent de forcer les gens à apprendre ou qui leur permettent en 20 minutes d'acquérir une nouvelle compétence.
pas possible malheureusement. Il faut toujours de la motivation, il faut toujours du temps, il faut toujours du travail. Mais n'empêche qu'avec Rhyme, je trouve qu'on s'en rapproche un petit peu. Parce qu'on donne cette possibilité d'appliquer directement ce qu'on est en train d'apprendre, ça rentre beaucoup plus facilement. Et on peut l'utiliser donc en complément d'un cours magistral qu'on a pris sur Coursera, ou on peut l'utiliser de manière complètement indépendante si on veut faire quelque chose de très pratique et de très tactique. Je voulais juste, avant qu'on passe aux questions, faire un petit point sur les MOOC, parce que je sais que c'est le nom qu'on se donnait, et c'est nous qui avons créé d'ailleurs le terme en 2012, mais du coup, je voulais juste revenir sur l'origine de ce terme et pourquoi on ne l'utilise plus trop aujourd'hui. MOOC, à l'origine, c'est Massive Online Open Courses. Vous savez tout ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des cours en fait, qui, à la base, étaient en live. C'était un professeur qui, à une heure définie, allait donner un cours à plein de gens dans le monde. Bah, c'est plus du tout ça. C'est plus comme ça qu'on fait chez Coursera. On a des cours qui sont disponibles à tout moment. Ils sont disponibles offline, sur votre mobile. Vous pouvez les prendre quand vous voulez. Il n'y a plus de contraintes de temps. Donc du coup, c'est plus vraiment des MOOC. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on appelle ça Transformative Learning, un petit peu galvaudé, mais c'est en tout cas comme ça qu'on essaie de se décrire aujourd'hui. Et surtout, il faut faire attention quand on communique ce terme de MOOC aussi, que du coup, l'apprenant n'ait pas l'impression que ce soit une contrainte. C'est quelque chose, justement, qui a une flexibilité immense, et on essaie de le prouver. Donc, si vous avez des questions pour nous, on sera très heureux de pouvoir y répondre avec Maria. Je vais vous faire passer le micro, et moi, j'ai déjà une question pour Maria. Fort justement de votre retour d'expérience sur les taux de complétion des MOOC, quels sont d'après vous les prérequis nécessaires que vous pouvez conseiller ou en tout cas indiquer à vos collaborateurs pour les encourager à suivre ces formations? Alors, donc on sait tous qu'un MOOC, c'est beaucoup d'investissement, comme je disais au début. Pour finir votre MOOC, alors, c'est ce que je fais. Je cale 1 heure dans mon agenda chaque semaine, donc ce mercredi l'après-midi, et je me suis dit, allez, je vais faire mon MOOC. Parce que si vous n'avez pas un rythme, vous allez en fait être en retard tout de suite. Donc, je vous conseille vraiment, parce que, enfin, tout le monde dit, oui, j'ai pas le temps. Mais si vous faites le temps et si vous êtes motivé, vous pouvez toujours finir. Et le rythme dépend sur vous. Parfois, en fait, on a des gens chez nous qui finissent un MOOC dans une journée. Parfois, ça prend un peu plus de temps, parfois 1 mois, parfois jusqu'à 3 mois. Mais si vous mettez le temps, donc vraiment, c'est pour ça que je disais learning in the flow of work, c'est super important. Parce que si vous, constamment avoir en tête qu'il faut apprendre en même temps que travailler, vous allez réussir. Donc c'est ce que je fais. Donc je fais 1 heure dans mon agenda et ça marche chaque fois. Donc je peux vous conseiller ça et rester motivé. Mais vous n'avez pas senti de contrainte par rapport au fait qu'il faut que le collaborateur soit capable d'apprendre tout seul, parce que c'est quand même le gros frein qui transforme des taux de complétion que l'on rêverait dans les 90% et qui parfois chutent de manière drastique. Alors, et c'est le magie des Coursera, on n'apprend jamais seul. Parce qu'avec Coursera, c'est peer-to-peer. Donc, c'est-à-dire, quand vous apprenez votre MOOC, quand vous êtes en train de le faire, vous avez la communauté autour de vous. Donc, les autres learners, les autres collaborateurs qui sont là pour vous donner des conseils, qui sont là pour, en fait, travailler avec vous sur les assignments et les quizzes. Donc, en fait, vous n'êtes jamais seul. Et de là aussi, cette initiative de Study Groups au sein de L'Oréal que j'ai commencé l'année dernière, où en fait on rassemble tous les gens dans le même MOOC et on disait allez, c'est un Study Group, c'est comme à l'université, vous êtes tous dans une salle et vous essayez en fait de collaborer ensemble. Et c'est ça la magie aussi, parce qu'en fait on peut toujours trouver des gens, vous n'êtes jamais seul et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si je peux juste avoir un petit mot là-dessus, Maria a bien décrit la situation, mais le taux de complétion, finalement, n'est pas super important. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui de calculer le retour sur investissement sans passer par le taux de complétion, qui est un métrique en fait, qu'on essaie de laisser de côté. Parce que les gens choisissent leur module, et des fois, ils apprennent que ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et ils ne vont pas forcément aller jusqu'au bout du cours. Je parlais avec quelqu'un de Saint-Gobain, des L&D leaders, qui me disait « Moi, j'en ai rien à faire de vos certifications, mais par contre, je mange 3 MOOC par semaine. » Bon. Voilà, donc en fait, il y a des objectifs qui sont différents, il faut les prendre en compte. Nous, ce qu'on essaie de calculer, c'est l'impact après que ça peut avoir sur l'employé. La question toute bête que j'ai montrée, est-ce que vous appliquez ce que vous avez appris dans votre travail? Et ça nous permet d'avoir des fois des retours qui sont plus utiles que le taux de complétion.
Mais c'est super important. Oui, et je pense que vous avez donné une réponse qui est tout à fait intéressante, qui est que nous savons tous que l'on apprend avec et par les autres, et que seul à peu près 6% de la population est capable de faire autrement. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous garder en tête tout le temps, parce que si cette dimension-là n'est pas adressée, on sait qu'on va vraiment juste embarquer une population extrêmement faible. Et... Des questions ? Alors, moi, ma question concernait principalement les certifications. Donc, vous avez parlé de grandes universités comme Princeton et bien sûr les universités françaises. Pour les MOOC, est-ce qu'il y a tous les MOOC sont ouverts à tout le monde et du coup, par exemple, ceux qui sont très prestigieux, enfin qui donnent une certification très prestigieuse, sont accessibles à tout le monde, ou est-ce qu'il y a une sélection en fonction des personnes? Alors, notre idée de base, quand même, c'est que justement, il n'y ait pas de sélection et que ce soit ouvert à tous. C'est l'idée vraiment de démocratiser l'éducation supérieure à des gens qui ne pouvaient pas y accéder avant. Ça, c'est notre concept, qui date de 2012. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on a des cours qui sont disponibles uniquement pour des niveaux qui sont supérieurs. D'accord? Donc, on a 3 niveaux de MOOC. Moi aussi, je dis MOOC maintenant. Tu vois. On a le beginner, intermediate and experts. Et donc, en fait, en fonction de ton niveau, ça va être très difficile de commencer un cours expert si tu ne l'es pas. Donc, il y a une sélection à ce niveau-là. Et la certification va le refléter également. Donc, les cours experts, c'est pour les plus grosses universités? Non, c'est les cours qui sont les plus poussés, en fait, dans la spécialité. Mais les universités sont les mêmes pour tous. Et en fait, on va juste choisir la meilleure université par compétence. D'accord. OK. Merci. 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 J'ai une question pour Maria. Je voulais savoir, en termes de contenu digital, est-ce que Coursera, c'est suffisant, ou vous avez d'autres plateformes que vous mettez à disposition des collaborateurs pour diversifier en fait cette offre? Alors, on n'a pas que Coursera. Coursera, c'est un partenaire clé stratégique pour nous. On a d'autres fournisseurs dans notre plateforme LMS, comme par exemple Philonomist, Uzbek Erika, Manageris, General Assembly pour le CM1. Donc on offre vraiment beaucoup de choses sur notre plateforme. Coursera, c'est juste une très riche partie de ce qu'on offre en termes de contenu. Mais en fait, ça reste disponible pour tous et c'est pas limité à nos collaborateurs. Ils peuvent faire aussi ce qu'ils veulent. Oui, j'ai 2 questions. La première, vous avez parlé du peer-to-peer. Donc, puisqu'il y a ces échanges entre apprenants, il doit y avoir un community manager. Comment est-ce que vous l'avez géré? Est-ce que c'est quelqu'un de L'Oréal? Est-ce que c'est quelqu'un de Coursera? Ou il n'y en a pas? Je ne sais pas. Et deuxième question, vous avez fait le choix de laisser ouvert, y compris aux apprentissages de type hobby, passe-temps. Est-ce qu'il y a eu une discussion et quelle était la logique? Alors, pour répondre à votre première question, donc le peer-to-peer, c'est chez Coursera, en fait, et Quentin, je te laisse répondre plus en détail, mais en fait, quand vous êtes dans un MOOC, vous avez l'opportunité de parler avec tous les gens qui sont inscrits en même temps dans ce MOOC, donc même hors L'Oréal. Donc, par exemple, on a quelques collaborateurs qui sont inscrits dans Python, et ils sont tous les deux, mais en fait, dans ce cours, vous pouvez avoir plusieurs gens qui sont hors L'Oréal, qui sont inscrits dans le même MOOC. Et donc ça permet pour peer-to-peer learning, parce que dans ce MOOC-là, vous pouvez interagir avec les autres gens. Dans notre plateforme à nous avons des outils en fait qu'on collabore avec nos partenaires et ça permet aussi d'avoir une communauté de learners qui interagissent ensemble dans une plateforme. Donc en fait, on a des facilitateurs, les gens qui gèrent en fait quelques e-learning et ils ont la possibilité d'animer la communauté. Donc ils sont souvent les practice leaders qui gèrent le sujet et qui développent le sujet. Pour répondre à votre deuxième question sur l'openness et la catalogue, on a pensé de créer au début, en fait, à 2016, de limiter la catalogue, mais nous nous sommes dit, en fait, ça ne rentre pas dans notre stratégie Learning for All. Et en fait, on fait confiance dans nos gens. On n'a pas peur, on fait confiance dans nos gens, et si on fait confiance, ils vont nous faire confiance aussi, en tant qu'employeur. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, allez, c'est ouvert à tous. Et comme ça, en fait, les gens valorisent ça encore plus parce que c'est vraiment leur choix. On n'impose rien sur les épaules. Cette deuxième question, elle est vraiment passionnante et c'est un vrai débat qu'on peut avoir parce qu'il y a les deux, en fait. On a des clients qui décident
de sélectionner que les cours qu'ils veulent et on a les clients qui décident de laisser ouvert. Moi, ce que je dis, c'est que best practice, c'est vous conseillez des cours à vos apprenants, mais vous laissez la plateforme ouverte. Parce que le learning, en fait, c'est une addiction. Et très vite, lorsque les gens commencent à le prendre, ils vont avoir envie d'en faire plus. Et à un moment donné, c'est leur carrière. Vous leur dites, OK, vous allez devenir meilleur grâce au learning, mais le trade-off, c'est que je vous laisse faire ce que vous voulez. Et les gens vont devenir meilleurs. Et même s'ils prennent un cours de guitare, ils vont devenir plus intelligents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un débat intéressant. Ouais. On croit dans nos gens et on les aide avec des curations pour mettre quelques MOOC qu'ils ont créés par nos experts en fait en avant, mais c'est leur choix, ça reste leur choix. Merci Maria, merci Quentin et bravo pour votre présentation. Merci beaucoup.